un maladroit ami. Cette même nuit, Quasimodo ne dormait pas. Il venait de faire sa dernière ronde dans l'église. Il n'avait pas remarqué au moment où il enfermait les portes que l'archidiacre était passé près de lui et avait témoigné quelque humeur en le voyant verrouiller et cadenasser avec soin l'énorme armature de fer qui donnait à leur large battant la solidité d'une muraille. Claude avait l'air encore plus préoccupé qu'à l'ordinaire. Du reste, depuis l'aventure nocturne de la cellule, il maltraitait constamment Quasimodo. Il avait beau le rudoyer, le frapper même quelquefois, rien n'ébranlait la soumission, la patience, la résignation dévouée du fidèle sonneur. De la part de l'archidiacre, il souffrait tout, les injures, les menaces, les coups, sans murmurer un reproche, sans pousser une plainte. Tout au plus, le suivait-il des yeux avec inquiétude quand Don Claude montait l'escalier de la tour, mais le prêtre s'était de lui-même abstenu de réapparaître aux yeux de l'égyptienne. Cette nuit-là, donc, Quasimodo était monté jusque sur le sommet de la tour, et là, posant sur les plombs sa lanterne, il s'était mis à regarder Paris. La nuit, nous l'avons déjà dit, était fort obscure. Paris, qui n'était, pour ainsi dire, pas éclairé à cette époque, présentait à l'œil un amas confus de masses noires coupées, çà et là, par la courbe blanchâtre de la Seine. Tout en faisant flotter dans cet horizon de brume et de nuit son unique regard, le sonneur sentait au-dedans de lui une inexprimable inquiétude. Depuis plusieurs jours, il était sur ses gardes. Il voyait sans cesse rôder autour de l'église des hommes à mine sinistre qui ne quittaient pas des yeux l'asile de la jeune fille. Il songeait qu'il se tramait peut-être quelque complot contre la malheureuse réfugiée. Il se figurait qu'il y avait une haine populaire sur elle, comme il y en avait une sur lui, et qu'il se pourrait bien qu'il arrivât bientôt quelque chose. Tout à coup, tandis qu'il scrutait la grande ville de cet œil que la nature, par une sorte de compensation, avait fait si perçant qu'il pouvait presque suppléer aux autres organes qui manquaient à Quasimodo, il lui parut que la silhouette du quai de la vieille pelleterie avait quelque chose de singulier, qu'il y avait un mouvement sur ce point, que la ligne du parapet, détachée en noir sur la blancheur de l'eau, n'était pas droite et tranquille, semblablement à celle des autres quais, et qu'elle ondulait au regard comme les vagues d'un fleuve ou comme les têtes d'une foule en marche. Au moment où Quasimodo s'épuisait en conjectures, il lui sembla que le mouvement reparaissait dans la rue du Parvis, qui se prolonge dans la cité, perpendiculairement à la façade de Notre-Dame. Enfin, si épaisse que fut l'obscurité, il vit une tête de colonne déboucher par cette rue, et en un instant se répandre dans la place une foule dont on ne pouvait rien distinguer dans les ténèbres, sinon que c'était une foule. Alors, ses craintes lui revinrent. L'idée d'une tentative contre l'égyptienne se représenta à son esprit. Il sentit confusément qu'il approchait d'une situation violente. La foule semblait grossir à chaque instant dans le parvis. Seulement, il présuma qu'elle ne devait faire que fort peu de bruit, puisque les fenêtres des rues et de la place restaient fermées. Tout à coup, une lumière brilla, et, en un instant, 7 ou 8 torches allumées se promenèrent sur les têtes, en secouant dans l'ombre leurs touffes de flammes. Quasimodo vit alors distinctement moutonner dans le parvis un effrayant troupeau d'hommes et de femmes en haillons, armés de faux, de piques, de serpes, dont les 1000 pointes étincelaient. « En avant, fils !» cria Clopin. « Au travail !» 30 hommes robustes, à membres carrés, à face de serruriers, sortirent des rangs avec des marteaux, des pinces et des barres de fer sur leurs épaules. Ils se dirigèrent vers la principale porte de l'église, et bientôt on les vit tous accroupis sous l'ogive, travaillant la porte de pince et de levier. Une foule de truands les suivait pour les aider ou les regarder. Les 11 marches du portail en étaient encombrées. Cependant, la porte tenait bon. « Diable, elle est dure et têtue, disait l'un. Elle est vieille, et elle a des cartilages racornis, disait l'autre. Courage, camarade, reprenait Clopin. Je gage ma tête contre une pantoufle que vous aurez ouvert la porte, pris la fille et déshabillé le maître-autel avant qu'il y ait un bedeau de réveillé. Tenez, je crois que la serrure se détraque. Clopin fut interrompu par un fracas effroyable qui retentit en ce moment derrière lui. Il se retourna. Une énorme poutre venait de tomber du ciel. Elle avait écrasé une douzaine de truands sur le degré de l'église
et rebondissait sur le pavé avec le bruit d'une pièce de canon, en cassant encore çà et là des jambes dans la foule des gueux qui s'écartaient avec des cris d'épouvante. En un clin d'œil, l'enceinte réservée du parvis fut vide. Les hutins, quoique protégés par les profondes voûtes du portail, abandonnèrent la porte, et Clopin lui-même se replia à distance respectueuse de l'église. « Je l'ai échappé belle !» criait Jean. « J'en ai senti le vent en tête-bœuf, mais Pierre l'Assommeur est assommé !» Il est impossible de dire quel étonnement mêlé d'effroi tomba avec cette poutre sur les bandits. Ils restèrent quelques minutes, les yeux fixés en l'air, plus consternés de ce morceau de bois que de 1000 archers du roi. « Satan !» grommela le duc d'Égypte. « Voilà qui flaire la magie !»« Eh, c'est la lune qui nous jette cette bûche !» dit Andry le Rouge. « Avec cela, reprit François, qu'on dit la lune amie de la Vierge. » Le roi de Thunes, le premier étonnement passé, trouva enfin une explication qui sembla plausible à ses compagnons. « Gueule Dieu! Est-ce que c'est les chanoines qui se défendent? Alors, à sac! À sac !» Personne ne fit un pas. « Barbe et ventre, dit Clopin, voilà des hommes qui ont peur d'une poutre !» Un vieux hutin lui adressa la parole. « Capitaine, ce n'est pas la poutre qui nous ennuie, c'est la porte qui est toute cousue de barres de fer, et les pinces n'y peuvent rien. »« Que vous faudrait-il donc pour l'enfoncer » demanda Clopin. « Ah, il nous faudrait un bélier !» Le roi de Thunes courut bravement vers une poutre et mit le pied dessus. « En voilà un !» cria-t-il. « Ce sont les chanoines qui vous l'envoient. » Et faisant un salut dérisoire du côté de l'église, « Merci, chanoine !» Cette bravarde fit bon effet. Le charme du madrier était rompu. Les truands reprirent courage. Bientôt, la lourde poutre, enlevée comme une plume par 200 bras vigoureux, vint se jeter avec furie sur la grande porte qu'on avait déjà essayé d'ébranler. À voir ainsi, dans le demi-jour, que les rares torches des truands répandaient sur la place, cette poutre portée par cette foule d'hommes qui se précipitaient en courant sur l'église, on eût cru voir une monstrueuse bête à 1000 pieds attaquant tête baissée la géante de pierre. Au choc de la poutre, la porte à demi métallique résonna comme un immense tambour. Elle ne se creva point, mais la cathédrale tout entière tressaillit, et l'on entendit gronder les profondes cavités de l'édifice. Au même instant, une pluie de grosses pierres commença à tomber du haut de la façade sur les assaillants. « Diable !» cria Jean. « Est-ce que les tours nous secouent leurs balustrades sur la tête ?» Mais l'élan étant donné, le roi de Thunes donnait l'exemple, et l'on n'en battit la porte qu'avec plus de rage, malgré les pierres qui faisaient éclater des crânes à droite et à gauche. Le lecteur n'en est sans doute point à deviner que cette résistance inattendue qui avait exaspéré les truands venait en fait de Quasimodo. Le hasard avait par malheur servi le brave sourd. Quand il était descendu sur la plateforme d'entre les tours, ses idées étaient en confusion dans sa tête. Il avait couru quelques minutes le long de la galerie, allant et venant comme fou, voyant d'en haut la masse compacte des truands prête à se ruer sur l'église, demandant au diable ou à Dieu de sauver l'Égyptienne. Tout d'un coup, il se souvint que des maçons avaient travaillé tout le jour à réparer le mur, la charpente et la toiture de la tour. Ce fut un trait de lumière. Le mur était en pierre, la toiture en plomb, la charpente en bois. Cette charpente prodigieuse si touffue qu'on appelait la forêt. Quasimodo courut à cette tour. Les chambres inférieures étaient en effet pleines de matériaux. Il y avait des piles de moellons, des feuilles de plomb en rouleau, des faisceaux de lattes, de fortes solives déjà entaillées par la scie, des tas de gravats, un arsenal complet. L'instant pressé, les pinces et les marteaux travaillaient en bas. Avec une force que décuplait le sentiment du danger, il souleva une des poutres, la plus lourde, la plus longue. Il la fit sortir par une lucarne, puis, la ressaisissant du dehors de la tour, il la fit glisser sur l'angle de la balustrade qui entoure la plateforme et la lâcha sur l'abîme. L'énorme charpente, dans cette chute de 50 mètres, raclant la muraille, cassant les sculptures, tourna plusieurs fois sur elle-même comme une aile de moulin qui s'en irait toute seule à travers l'espace. Enfin, elle toucha le sol. L'horrible cri s'éleva, et la noire poutre, en rebondissant sur le pavé, ressemblait à un serpent qui saute. Quasimodo vit les truands s'éparpiller à la chute de la poutre comme la cendre au souffle d'un enfant. Il profita de leur épouvante
Et tandis qu'il fixait un regard superstitieux sur la massue tombée du ciel, Quasimodo entassait silencieusement des gravats, des pierres, des moellons, jusqu'au sac d'outils des maçons, sur le rebord de cette balustrade d'où la poutre s'était déjà élancée. Aussi, dès qu'ils se mirent à battre la grande porte, la grêle de moellons commença à tomber, et il leur sembla que l'église se démolissait d'elle-même sur leur tête. Qui eût pu voir Quasimodo en ce moment eût été effrayé. Indépendamment de ce qu'il avait empilé de projectiles sur la balustrade, il avait amoncelé un tas de pierres sur la plateforme même. Dès que les moellons amassés sur le rebord extérieur furent épuisés, il prit au tas. Alors, il se baissait, se relevait, se baissait et se relevait encore avec une activité incroyable. Sa grosse tête de gnome se penchait par-dessus la balustrade, puis une pierre énorme tombait, puis une autre, puis une autre. De temps en temps, il suivait une belle pierre de l'œil, et quand elle tuait bien, il disait « Ah !» Cependant, les gueux ne se décourageaient pas. Sa pluie de moellons ne suffisait pas à repousser les assaillants. En ce moment d'angoisse, il remarqua un peu plus bas que la balustrade, d'où il écrasait les argotiers, deux longues gouttières de pierre qui se dégorgeaient immédiatement au-dessus de la grande porte. L'orifice interne de ces gouttières aboutissait au pavé de la plateforme. Une idée lui vint. Il courut chercher un fagot dans sa chambre, posa sur ce fagot des bottes de latte et des rouleaux de plomb, munitions dont il n'avait pas encore usé, et, ayant bien disposé ce bûcher devant le trou des deux gouttières, il y mit le feu avec sa lanterne. Pendant ce temps-là, les pierres ne tombant plus, les truands avaient cessé de regarder en l'air. Les bandits, haletant comme une meute qui force le sanglier dans sa bauge, se pressaient en tumulte autour de la grande porte, toutes déformées par le bélier, mais debout encore. Ils attendaient avec un frémissement le grand coup, le coup qui allait l'éventrer. Tout à coup, au moment où ils se groupaient pour un dernier effort autour du bélier, chacun retenant son haleine et raidissant ses muscles afin de donner toute sa force au coup décisif, un hurlement, plus épouvantable encore que celui qui avait éclaté et expiré sous la poutre, s'éleva au milieu d'eux. Ceux qui ne criaient pas, ceux qui vivaient encore, regardèrent. Deux jets de plomb fondu tombaient du haut de l'édifice au plus épais de la cohue. Cette mer d'hommes venait de s'affaisser sous le métal bouillant qui avait fait, aux deux points où il tombait, deux trous noirs et fumants dans la foule, comme ferait de l'eau chaude dans la neige. On y voyait remuer des mourants, à demi calcinés et mugissant de douleur. La clameur fut déchirante. Ils s'enfuirent pêle-mêle, jetant la poutre sur les cadavres, les plus hardis comme les plus timides, et le parvis fut vide en une seconde. Tous les yeux s'étaient levés vers le haut de l'église. Ce qu'ils voyaient était extraordinaire. Sur le sommet de la galerie la plus élevée, plus haut que la rosace centrale, il y avait une grande flamme qui montait entre les deux clochers, avec des tourbillons d'étincelles, une grande flamme désordonnée, furieuse, dont le vent emportait par moments un lambeau dans la fumée. Au-dessous de cette flamme, au-dessous de la sombre balustrade à trèfle de braise, deux gouttières en gueule de monstre vomissaient sans relâche cette pluie ardente qui détachait son ruissellement argenté sur les ténèbres de la façade intérieure. À mesure qu'ils approchaient du sol, les deux jets de plomb liquide s'élargissaient en gerbes, comme l'eau qui jaillit de 1000 trous de l'arrosoir. Il se fit un silence de terreur parmi les truands, pendant lesquels on n'entendit que les cris d'alarme des chanoines enfermés dans leur cloître et plus inquiets que des chevaux dans une écurie qui brûle. Les principaux truands s'étaient retirés sous le porche du logis Gondelaurier et tenaient conseil. « Il n'y a donc pas moyen de forcer cette porte ?» s'écria le roi de Thunes en frappant du pied. Le duc d'Égypte lui montra tristement les deux ruisseaux de plomb bouillants qui ne cessaient de rayer la noire façade. Mathias hocha la tête. « Nous n'entrerons pas par la porte. Il faut trouver le défaut de l'armure de la vieille fée. Un trou, une fausse poterne, une jointure quelconque. »« Qui en est ?» dit Clopin. « J'y retourne. »« À propos, où est donc le petit écolier Jean qui était si enferraillé ?»« Oh, il est sans doute mort, répondit quelqu'un. On ne l'entend plus rire. » Le roi de Thunes fronça le sourcil. « Ah, tant pis. Il y avait un brave cœur sous cette ferraille. »
Capitaine Clopin, cria Andry le Rouge, qui regardait dans la rue du Parvis. Voilà le petit écolier. Ah, loué soit Pluto, dit Clopin. Mais que diable tire-t-il avec lui? C'était Jean, en effet, qui accourait aussi vite que le lui permettaient ses lourds habits de paladin et une longue échelle qu'il traînait bravement sur le pavé, plus essoufflée qu'une fourmi attelée à un brin d'herbe 20 fois plus long qu'elle. Victoire! Te Deum! Cria l'écolier. Voilà l'échelle des déchargeurs du port Saint-Landry. Clopin s'approcha de lui. Enfant, que veux-tu faire, corne Dieu, de cette échelle? Ce que je veux en faire, auguste roi de Thunes. Voyez-vous cette rangée de statues qui ont des mines d'imbéciles là-bas au-dessus des 3 portails? Oui? Eh bien, c'est la galerie des rois de France. Mais qu'est-ce que cela me fait? Dit Clopin. Attendez donc. Il y a au bout de cette galerie une porte qui n'est jamais fermée. Avec cette échelle, j'y monte et je suis dans l'église. Enfant, laisse-moi monter le premier. Non pas, camarade, c'est à moi l'échelle. Venez, vous serez le second. Que Belzébuth t'étrangle, dit le bourru Clopin. Je ne veux être après personne. Cherche une échelle. Jean se mit à courir sur la place, tirant son échelle. En un instant, l'échelle fut dressée et appuyée à la balustrade de la galerie inférieure, au-dessus d'un des portails latéraux. La foule des truands, poussant de grandes acclamations, se pressa au bas pour y monter. Mais Jean maintint son droit et posa le premier le pied sur l'échelle. Le trajet était assez long. Jean montait lentement, empêché de sa lourde armure, d'une main tenant l'échelon et de l'autre son arbalète. L'écolier toucha enfin au balcon de la galerie et l'enjamba assez lestement aux applaudissements de toute la truanderie. Ainsi, maître de la citadelle, il poussa un cri de joie et tout à coup s'arrêta, pétrifié. Il venait d'apercevoir, derrière une statue de roi, Quasimodo, caché dans les ténèbres, l'œil étincelant. Avant qu'un second assiégeant eût pu prendre pied sur la galerie, le formidable bossu sauta à la tête de l'échelle, saisit sans dire une parole le bout des 2 montants de ses mains puissantes, les souleva, les éloigna du mur, balança un moment, au milieu des clameurs d'angoisse, la longue et pliante échelle encombrée de truands du haut en bas, et subitement, avec une force surhumaine, rejeta cette grappe d'hommes dans la place. Il y eut un instant où les plus déterminés palpitèrent. L'échelle, lancée en arrière, resta un moment droite et debout, et parut hésiter, puis oscilla, puis tout à coup, décrivant un effroyable arc de cercle de 40 mètres de rayon, s'abattit sur le pavé avec sa charge de bantis plus rapidement qu'un pont-levis dont les chaînes se cassent. Il y eut une immense imprécation, puis tout s'éteignit, et quelques malheureux, mutilés, se retirèrent en rampant de dessous le monceau de mort. Jean Frollo était, lui, dans une situation critique. Il se trouvait dans la galerie avec le redoutable sonneur, seul, séparé de ses compagnons par un mur vertical de 40 mètres. Pendant que Quasimodo jouait avec l'échelle, l'écolier avait couru à la porte qu'il croyait ouverte. Point du tout. Le sourd, en entrant dans la galerie, l'avait fermée derrière lui. Jean, alors, s'était caché derrière un roi de pierre, n'osant souffler et fixant sur le monstrueux bossu une mine effarée. Dans les premiers moments, le sourd ne prit pas garde à lui. Mais enfin, il tourna la tête et se redressa tout d'un coup. Il venait d'apercevoir l'écolier. Alors, dans cette pénombre où flottait la lumière des torches, on entrevit une chose terrible. Quasimodo avait pris de la main gauche les 2 bras de Jean qui ne se débattaient pas, tant il se sentait perdu. De la droite, le sourd lui détachait, l'une après l'autre, en silence, avec une lenteur sinistre, toutes les pièces de son armure. L'épée, les poignards, le casque, la cuirasse, les brassards. On eût dit un singe qui épluche une noix. Quasimodo jetait à ses pieds, morceau à morceau, la coquille de fer de l'écolier. Quand l'écolier se vit désarmé, déshabillé, faible et nu dans ses redoutables mains, il n'essaya pas de parler à ce sourd, mais il se mit à lui rire effrontément au visage et à chanter. Il n'acheva pas sa chanson. On vit Quasimodo debout sur le parapet de la galerie, qui, d'une seule main, tenait l'écolier par les pieds en le faisant tourner au-dessus du vide comme une fronde. Puis,
On entendit un bruit comme celui d'une boîte osseuse qui éclate contre un mur, et l'on vit tomber quelque chose qui s'arrêta au tiers de la chute, à une saillie de l'architecture. C'était un corps, mort, qui resta accroché là, plié en deux, les reins brisés et le crâne vide. Un cri d'horreur s'éleva parmi les truands. « Vengeance !» cria Clopin. « À sac !» répondit la multitude. « Assaut ! Assaut !» Alors ce fut un hurlement prodigieux où se mêlaient toutes les langues, tous les patois, tous les accents. La mort du pauvre écolier jeta une ardeur furieuse dans cette foule. La honte la prit, et la colère d'avoir été si longtemps tenu en échec devant une église par un bossu. La rage trouva des échelles, multiplia les torches, et au bout de quelques minutes, Quasimodo, éperdu, vit cette épouvantable fourmilière monter de toutes parts à l'assaut de Notre-Dame. Ceux qui n'avaient pas d'échelle avaient des cordes à nœuds, ceux qui n'avaient pas de cordes grimpaient au relief des sculptures. Ils se pendaient aux guenilles des uns des autres. Aucun moyen de résister à cette marée ascendante de faces épouvantables. La fureur faisait rutiler ces figures farouches, leurs fronts terreux ruisselaient de sueur, leurs yeux éclairés. Toutes ces grimaces, toutes ces laideurs investissaient Quasimodo. Cependant, la place s'était étoilée de mille torches. Cette scène désordonnée, jusqu'alors enfouie dans l'obscurité, s'était subitement embrasée de lumière. Le parvis resplendissait et jetait un rayonnement dans le ciel. Les truands hurlaient, haletaient, juraient, montaient, et Quasimodo, impuissant contre tant d'ennemis, frissonnant pour l'égyptienne, voyant les faces furieuses se rapprocher de plus en plus de sa galerie, demandait un miracle au ciel et se tordait les bras de désespoir.